Madame, Monsieur, bonjour. C'est la matinale de l'information sur le canal de Info, votre chaîne internationale d'information en continu au sommaire de l'actualité. Ce matin, la République centrafricaine, avec le résultat du premier tour de la présidentielle qui est déjà contesté par une vingtaine de candidats à ce scrutin présidentiel en République centrafricaine. Nous parlons aussi ce matin du Bénin avec la présidentielle qui est annoncée pour le 28 février et déjà Yahya Boni qui ne sera plus candidat à sa propre succession. Nous parlons aussi du Cameroun avec un arrêt sur la rentrée scolaire et ce relâchement observé pour ce qui est donc du dispositif sécuritaire mis en place à la rentrée scolaire pour prévenir toute... Alors aussi, bien évidemment, de l'impact du discours du président de la République, Paul Biya, surtout en lendemain de la baisse du prix des carburants. Ça sera avec Serge Bondier. Mais tout de suite, Lille, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à nos téléspectateurs qui nous regardent tous les matins sur Canal de Info. Alors je voudrais revenir avec vous ce matin, parler de la rentrée scolaire qui est du deuxième trimestre qui a bel et bien eu lieu il y a quelques heures seulement au Cameroun. Mais vous avez fait une observation qui mérite véritablement qu'on s'y attarde un tout petit peu. C'est ce relâchement observé au niveau du dispositif sécuritaire mis en place à la rentrée scolaire. Tout à fait. Louis Roger, il faut dire que hier, le 4 janvier 2016, c'était jour de rentrée du second trimestre sur l'ensemble du territoire national avec pratiquement plus de 4 millions d'écoliers, élèves donc, qui ont repris le chemin des classes. Il faut dire que ce deuxième trimestre est un deuxième trimestre très décisif. À peine 2 mois de cours, saupoudrés comme ça par des jours fériés. Mais tout simplement, le fait inédit hier, c'est qu'on a constaté, vous l'avez si bien dit, un relâchement au niveau de déploiement sécuritaire observé le 7 septembre 2015. C'était jour de rentrée officielle où on a vu des détachements des forces de défense à l'entrée des écoles, des établissements scolaires. Pourtant, le Cameroun est toujours sous la menace de Boko Haram. Vous conviendrez avec moi que depuis ces jours, les attaques sont récurrentes dans la partie septentrionale du pays, mais seulement à l'entrée des établissements. Hier, on a vu quelques rares établissements dans la ville de Douala notamment où on trouvait des détecteurs de métaux, à peine 2 à 3 détecteurs de métaux. On a vu des établissements où il n'y avait pratiquement rien. On était obligé de procéder par des identifications, par des fouilles, mais toujours est-il que tout le dispositif observé le lundi 7 septembre a finalement baissé. La principale question était celle de savoir est-ce que ces autorités-là ont minimisé cette fois cette rentrée scolaire du second trimestre. Pourtant, le danger reste permanent. Ça peut venir de n'importe où, ça peut arriver n'importe où. Donc, il était temps pour nous, les autorités ou alors les autorités de la ville de Douala, de mettre un accent dessus. Il faut arrêter de faire les discours, les grands discours tout le temps. Ou alors, pourquoi mettre toutes ces mesures-là le lundi 7 septembre et ne pas remettre ce même dispositif pour ce qui est du second trimestre? Vous imaginez un peu le courroux ou bien la désolation quand un parent reste chez lui et qui se rend compte que son enfant se trouve dans une situation, il n'est pas du tout protégé. Voilà. Et merci Lille de relever bien évidemment ce dysfonctionnement, ce relâchement. Il n'y a pas qu'au niveau des établissements scolaires qu'on a observé ce relâchement, mais au niveau des agences de voyage, le même dispositif n'était pas en place. Tout à fait, Louis Roger. Il faut dire que pour les agences de voyage, c'était depuis. Ça fait longtemps où on a baissé carrément les bras de ce côté-là. Quand vous arriviez au départ, quand on parlait Boko Haram, tous les discours qui vont avec, il y avait des détecteurs de métaux, on fouillait vos sacs, on vous demandait quelle est votre identité. Mais aujourd'hui, c'est regrettable de constater que sur le terrain, il n'y a plus rien. Quand vous venez, vous payez votre billet à l'agence de voyage X, vous vous retrouvez tout simplement dans le bus. Si vous avez une bombe dans le sac, on s'en fout. Si vous avez quelque chose, un explosif sur le corps, on s'en fout. Si vous avez porté de la burqa ou autre chose, vêtements interdits, on s'en fout. Donc vous imaginez que tout ce relâchement-là, on ne sait pas aujourd'hui ce qui peut justifier ce relâchement, ce faible déploiement des mesures sécuritaires, même au niveau des agences, parce que vous savez que le danger est permanent. Aujourd'hui, les uns vont d'un point à l'autre et avec soi, on peut
transporter des explosifs, on peut transporter tout ce que vous pouvez imaginer. La preuve, on a encore eu des attaques dans la partie septentrionale du pays. Ça peut arriver, c'est pas que dans l'extrême nord. Ça peut arriver à Douala, ça peut arriver à Yaoundé, ça peut arriver dans l'arrière-pays. Donc il est très important aujourd'hui que les grands discours qu'on a l'habitude de noter, et c'est tout le monde aujourd'hui, c'est la lutte contre Boko Haram, c'est la lutte contre Boko Haram, respecter aujourd'hui toutes ces mesures-là. Et la mesure prise, toutes ces mesures prises, c'est pas un jour. Si on a commencé, il faut bien qu'on puisse les poursuivre, tout simplement. Merci pour ce rappel, Lille Piéjou. On espère bien évidemment que ces mesures sécuritaires devraient être renforcées même au niveau des hôtels, des édifices publics, hôtels, entreprises aujourd'hui. Et le relâchement est vraiment général. Aujourd'hui, même quand vous allez dans les entreprises, hein, au départ, on fouillait le sac, on s'assurait que tout va bien, mais tout le monde... Alors, les agents de sécurité sont un peu fatigués à force... Mais il faut fournir également tous ces agents, il faut vraiment mettre à la disposition de ces agents-là des détecteurs de métaux, parce que il y a toute une vaste campagne de distribution ou alors de vente de ces détecteurs de métaux. C'est la moindre des choses de fournir cela, parce qu'on a eu des contrats qui ont été signés entre telle entreprise et telle autre entreprise, et donc il est important, ça va de notre sécurité à nous tous. Donc il faudrait nous-mêmes s'autodiscipliner, mais aussi il faudrait que les autorités puissent respecter les mesures mises en place par elles-mêmes. Voilà. Merci Lille Piéjou et très bonne journée. Merci d'être passé. Merci à vous, Louis Roger. Et n'oubliez pas que l'actualité aujourd'hui, ce jour, sur le volet politique toujours, c'est donc cette présentation des vœux au président de la République du côté de Yaoundé. On attend les annonces fortes. Vous vous rappelez que l'année dernière, on a parlé de menace globale, réponse globale. On attend une autre expression du président de la République ce jour. Devant le corps diplomatique. Merci Lille Piéjou. Serge Monge, bonjour. Bonjour, Louis Roger Madieu, infiniment merci. Alors, nous parlons du président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui va donc prononcer son discours devant les représentants des missions diplomatiques au Cameroun. Et ça sera un très grand moment. Mais je voudrais, avant de revenir sur ce sujet, revenir sur ce discours, autant pour moi, du 31 décembre, cette adresse du président Paul Biya à la Nation, avec cette mesure forte, la réduction du prix du litre du super et du gasoil à la pompe, 20 francs et 25 francs CFA. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui, c'est-à-dire quelques 6 jours après cette décision, essayer, n'est-ce pas, d'analyser l'impact de cette décision sur la vie quotidienne des Camerounais? Bien entendu, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a toujours accompagné dans le cadre de ses différentes interventions à la nation camerounaise d'un espoir et surtout d'une certaine manière de revoir un peu comment fonctionne au niveau de l'échiquier politique national. La condition sine qua non étant pourtant et à chaque fois d'accompagner ces populations locales dans leurs besoins les plus élémentaires et surtout de faciliter la vie tant sur le plan social et même sur le plan économique. On l'a vu à chaque fois, le président de la République dans ses sorties amène toujours les uns et les autres à pouvoir penser développement, à penser croissance et à s'engager véritablement pour l'accompagnement de notre pays avec son horizon fixé en 2035. L'annonce donc de la baisse des prix des carburants à la pompe a sonné comme une sorte de soulagement pour l'ensemble des populations camerounaises, même si quelques citoyens vont se dire quelque part ne pas se reconnaître dans la décision prise par le chef de l'État. Mais il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas de véhicules, il y aura un impact direct forcément dans le coût des transports. On l'espère bien que tel que les citoyens payent les coûts des transports aujourd'hui, il y aura quand même une certaine réduction qui pourrait être vue donc avec le temps qui prospère. Donc le président de la République le fait aujourd'hui. On l'a vu, c'était en juin 2014. Il y avait une augmentation substantielle de 81 et 80 francs CFA pour le gazoil et le super. Ça fait quand même créer des grincements de dents au niveau de la population camerounaise, même des transporteurs dans diverses régions du Cameroun. Mais par la suite, 2 ans après, le président de la République, sur le plan social, a estimé qu'il fallait revoir un peu donc ce coût des carburants à la pompe. Vous l'aviez bien indiqué dans le cadre de cette retransmission. Donc on a réduit de 20 francs CFA le prix du litre de super à la pompe et de 25 francs CFA celui du gazoil. C'est un ouf de soulagement, on le redit, pour l'ensemble des populations. Ça vient résoudre beaucoup de problèmes. D'abord au niveau des différents syndicats des transporteurs routiers, le cas du Cameroun, où beaucoup, au mois de
décembre dernier, annonçait un véritable mouvement d'humeur suite non seulement au respect des prix donc, qui doivent être mis en vigueur au niveau du corridor Douala-Bangui-N'Djamena, une réponse également sur les impôts et même sur l'augmentation de ces coûts de carburant de plus en plus difficiles à supporter par ces transporteurs. Donc c'est une réponse idoine à ce gros questionnement. Maintenant, au niveau des syndicats des différents transporteurs, est-ce qu'on va rester dans la perspective d'un mouvement d'humeur? Est-ce qu'on pourra également revoir qu'au niveau de ces impacts globaux qui sont ainsi faits, il y a quand même des différentes améliorations et ce n'est pas tout. Même l'impact économique sur le plan social, on l'a vu avant la décision du chef de l'État. Donc cette vignette unique qui est mise en place et mise en route pour les différents automobilistes qui a à la fois aussi revêt un peu l'impôt libératoire et en même temps aussi ces stationnements qui parfois posaient des problèmes. Donc au niveau des différents arrondissements, pour prendre le cas de la ville de Douala, donc les autorités administratives, notamment le préfet du département du Vouri, a remis ces différentes vignettes à ces communes d'arrondissement. Donc c'est dire qu'au-delà du discours du chef de l'État qui a été prononcé, il y a des mesures urgentes qui sont prises pour accompagner le vécu quotidien des populations locales. Donc c'est un véritable espoir et on espère bien qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas forcément le cas, il y aura une surprise pour les Camerounais lorsque le président va s'adresser à l'ensemble du corps diplomatique accrédité à Yaoundé. Alors, le problème se pose, Serge Bondier, c'est que la décision du président de la République de baisser de 20 francs le prix du litre de super et de 25 francs celui du gasoil n'a pas un impact direct sur le panier de la ménagère. Vous avez parlé des transporteurs routiers, il est vrai que c'est des gens qui consomment énormément du gasoil et du super. Pour ceux qui font, par exemple, qui sont sur le corridor Douala-Bangui ou Douala-N'Djamena, ils peuvent avoir une plus-value. Mais ceux qui sont en ce moment, la ménagère qui n'utilisent pas le carburant, hein, dont le prix du pétrole lampant est resté intact, alors comment peut-on parler que c'est une mesure qui va certainement apporter du sourire aux citoyens camerounais quand ils ne peuvent pas bénéficier directement d'une plus-value de cette mesure? C'est vrai, vous le dites si bien, vous avez remarqué quand même que le président aurait dû peut-être penser au pétrole lampant, mais on a de l'espoir qu'il y a peut-être une décision derrière celle-ci qui viendra donc reconforter un peu les populations sur le plan local, mais l'impact aussi direct, c'est d'abord au niveau des transports, l'espoir aussi. Donc on vit dans un esprit plein d'espoir parce qu'on pense qu'il y aura une réduction au niveau même des transports, au niveau du coût des taxis et bien d'autres produits. Est-ce que 20 francs de réduction, c'est un impact? On sait que les Camerounais aujourd'hui ont des problèmes sérieux pour avoir de la monnaie, la petite monnaie. Et justement parce qu'au niveau des stations-service, par exemple au cas de carburant, c'est en termes de litres qu'on l'achète. Donc il y en a qui disent je veux le carburant pour 1000 francs par exemple. Ça peut être compensé à un certain niveau. Ce n'est pas toujours forcément un problème de monnaie. Et donc ceux qui veulent ramener cela à la monnaie, forcément ils ont des idées quelque part qu'ils ne voudraient pas un peu éclaircir. On n'achète pas le carburant en termes je veux un litre qui coûte 650 francs, 620 francs CFA. Non, on dit je veux du carburant pour 1000 francs CFA. Et vous êtes servi en termes de ce que ça produit comme quantité. Donc moi j'estime que le problème au niveau de la monnaie, c'est un faux débat pour on a 180 000 motos taximens dans la capitale économique du Cameroun. Ça veut dire que ça a un impact. Parce qu'un taximan qui a ses 20 francs, qui prend généralement ses consommateurs d'un litre, 1,5 litre, c'est moto taximan. Alors 180, ce sont eux qui font même la force des stations-service. Donc ça veut dire que pour ces motos taximens-là, le problème de la monnaie est... Oui, je veux dire, le gain c'est à leur niveau aussi, parce qu'ils vont gagner en termes de transport. Et puis l'avantage sur le plan social, c'est que les motos taximens pourront aller un peu... ils vont réduire un peu les coûts d'une certaine manière parce qu'il y avait des propositions de 1000 francs. Il y en a qui prennent des motos pour une distance bien considérable, ils sont prêts à payer 1000 francs. Ils sont prêts à payer 500 francs. Donc, à ce niveau, ça pourra forcément en interne être réduit. Mais celui qui gagne le plus ici, c'est celui qui consomme le plus. C'est-à-dire celui qui a, en termes de consommation donc de carburant et même en termes de consommation de litres bien respectable. Hein, parce que je dis encore qu'il y en a qui ne vont pas prendre de carburant forcément parce qu'on a réduit 20 francs CFA. Ça ne réduit pas grand-chose dans leur train de vie, mais ils vont en termes de consommation sur le plan financier. L'homme qui fait son transport au niveau des mototaxis, il sait quand même que n'importe comment, il va avoir la possibilité de gagner, aller sur de grandes distances avec un coût relativement bien bas, mais avec des options, donc sur les choix même des différentes destinations. Parce que le gars qui va vous transporter demain, par exemple de Bonamoussa à Douala 5e pour Nialaou Lokbaba, il aura peut-être sur le plan financier gagné quelque chose, mais il va proposer aussi un coût assez important. Maintenant, ce n'est même pas tout, même sur le plan social, il y a des mesures à prendre. Par exemple, j'ai
fait un tour dans les marchés de la ville de Douala, hier et ce matin, c'est un peu difficile. La viande de plus en plus rare sur le marché, ça c'est une réalité, mais seuls les ménagères peuvent la maîtriser, parce qu'il y a un problème qui se pose dans les différents abattoirs de la ville. Il faudra également qu'une enquête à ce niveau soit menée, tout ceci pour voir comment alléger le vécu quotidien des populations locales. C'est très important. Merci Serge Bondier d'être passé ce matin. Elie Smith, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour Serge Bondier. Je suis content de te revoir ici. J'ai toujours été là. Alors, Elie Smith, on pose un problème sérieux qui est celui de l'impact de la décision prise par le président de la République en baissant le prix du super de 20 francs et du gasoil de 25 francs pour dire que ça n'impacte pas positivement sur la vie du Camerounais moyen. Cette décision a été prise pour les gros opérateurs, mais que fait maintenant de ce moto-taximène? Nous avons quand même près de 180 000 dans la capitale économique du Cameroun. Ces moto-taximènes qui sont habitués à prendre 1 litre de carburant, 1 litre et demi, et pour ceux qui ont un peu de moins, 2 litres. Oui, ça n'a pas d'impact direct. J'ai compris, j'ai vu un peu comment notre confrère et ami Bondier se battait comme un beau diable pour justifier. C'est difficile parce que un problème, le manque de monnaie, c'est un problème économique simple, c'est un problème d'inflation. Dans un pays où on n'arrive plus à trouver 1 centime ou 5 francs, ça veut dire un problème inflationnaire. Donc c'est maintenant de revoir la stratégie économique du pays pour prendre des mesures qui peuvent avoir l'impact dans le panier de la ménagère. C'est là où il y a cette discussion qui se fait entre les économistes qui demandent le problème de subvention pétrolière. Est-ce que quand il y a la subvention, on dit que c'est pour que le panier de la ménagère ou les gens, les couches les plus défavorables puissent avoir les dividendes, ou ça profite aux gens qui en ont beaucoup? Et on trouve maintenant que cette réduction ne profite pas, mais quoi Bondier lui a même dit, ne profite pas à ceux qui n'en ont pas. Donc le gouvernement doit faire d'autres stratégies. Et l'autre stratégie à mettre, c'est une nouvelle stratégie économique. La nouvelle stratégie économique, c'est de créer des emplois, lancer des grands travaux comme il y a déjà comme on appelle les projets structurants dans tous les départements du pays. Parce que si on le fait, ça va créer de l'emploi et que ça va peut-être doper la croissance, attirer les investisseurs extérieurs et locaux, parce qu'on compte d'abord sur les investisseurs locaux. C'est là, et puis quand il y a une croissance de double chiffre pendant une décennie, c'est là vraiment que le panier de la ménagère peut commencer à profiter. Mais quand il y a une croissance en dents de scie, qu'aujourd'hui c'est 5%, demain c'est 10% et ça descend, c'est très difficile de résoudre ce problème. Mais moi je ne pense pas que en levant 20 francs ou 25 francs, ça va avoir un impact direct dans le panier de la ménagère. Je ne pense pas. Alors Patrick Christadre, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour à Elie, bonjour aussi à notre Nous restons toujours dans l'aspect économique par de la Chine, avec bien évidemment la bourse qui est encore fermée après une chute de presque 7%. Vous qui êtes des spécialistes des questions économiques, expliquez-nous ce qui s'est véritablement passé. Non, il y a eu comme une espèce de secousse avec cette période de fin d'année qui a malheureusement prolongé la grippe que connaissait déjà le marché financier de la Chine en fin d'année. Et comme on le sait très bien, la Chine n'était pas encore totalement sortie, n'est-ce pas, de cette zone de turbulence. Et c'est une grippe qui est déjà venue trouver une autre qui, celle-là, n'était pas encore à son terme. Et vous comprendrez que les marchés financiers aient de nouveau pris un coup. Et quand la Chine va mal, actuellement, au regard de son poids sur l'économie mondiale et du trafic énorme que ce pays entretient avec les économies occidentales et les économies des pays en voie de développement ou bien en voie d'émergence, on peut comprendre que si la Chine est dans un malaise, ça plombe, n'est-ce pas, le trafic. Et la bourse, quand elle perd autant de points, ça veut dire qu'il n'y avait déjà pas une confiance au niveau des transactions. Les investisseurs n'avaient pas encore repris la sérénité, n'est-ce pas, au niveau des marchés financiers, notamment ceux localisés en Chine. Donc, on peut être finalement d'accord sur le fait que la période de latence ou bien la convalescence économique qu'on avait cru que la Chine aurait amorcée après quand même le semblant de maîtrise de la précédente crise était amorcée véritablement. Mais là que non, on se rend bien compte que le mal est profond et qu'il va peut-être falloir, au-delà d'un certain nombre de chiffres plus ou moins contestables, aller véritablement dans les causes profondes, n'est-ce pas, de cette crise apparente. Alors, Elie Smith, on parle de la publication des mauvais indicateurs économiques. Alors,
comment, je veux dire, c'est quand même la Chine, quand même la deuxième économie du monde. Elles sont des petites stratégies pour casser le marché financier, ou comment expliquer cela, que ça puisse se passer sans que personne se rende compte que ces indicateurs-là ne sont pas de bons? Non, les gens étaient au courant, même les Chinois. Ce qui se passe, c'est que la Chine, avant, avait une économie dirigée directement. C'est un système communiste qui a un certain système économique hybride, qui est entre l'économie de marché et le système dirigé. Et maintenant que le gouvernement chinois croit que, a cru que, peut-être d'abord, on a vu d'abord avant 30 ans, c'était un peu fermé. Et maintenant, en termes d'économie, le gouvernement chinois pense que la Chine a atteint une certaine maturité, qu'il faut que c'est les forces économiques, les marchés mondiaux, la réalité économique mondiale qui dictent les choses. Et dans une économie comme cela, quand on publie les chiffres économiques qui ne reflètent pas ce que les gens avaient cru, ça a un impact directement sur les options boursières. Donc voilà le problème qui se passe. Parce que depuis un certain temps, il y a un certain ralentissement de l'économie chinoise. Il y a d'autres qui disent que la Chine est en pleine crise économique. D'autres, par exemple, des Goldman Sachs, disent que non, ce n'est pas une crise économique, c'est un certain réajustement économique. Et dans ce réajustement, c'est que la stratégie économique chinoise, du gouvernement chinois a changé. Ce que le gouvernement chinois veut maintenant est que son économie doit être premièrement dépendant de la consommation intérieure et non dictée par la consommation extérieure. Dans ce cas, quand les indicateurs économiques, par exemple la création d'emplois, les productions industrielles ou le pouvoir d'achat, quand elle n'est pas ce qu'on avait cru, ça a directement un impact sur les performances boursières, parce que c'est lié. Ça devient maintenant comme les économies déjà matures, comme on voit aux États-Unis, ou on voit en Grande-Bretagne, ou en France. Voilà ce qui s'est passé, parce que tout le monde a vu que la croissance chinoise pendant longtemps a été dopée par deux choses. Un, par les stratégies du gouvernement de lancer des grands travaux, et deuxièmement, par la capacité chinoise à exporter à l'extérieur et la consommation extérieure. Quand la consommation extérieure n'est plus extraordinaire, ça a un impact directement. Et maintenant, ce que la Chine fait, ce que j'ai déjà dit, est que on est en train de changer l'économie chinoise. Elle ne va plus être vorace ou incontrôlée comme elle était auparavant. Donc, directement, on va avoir tous ces problèmes. Je ne pense pas vraiment qu'il y a une crise. Je crois qu'il y a un certain réajustement. Et deuxièmement, dans les marchés boursiers chinoises, elles n'étaient pas déjà très modernes. Et puis, si vous entendez des gens qui ont les options, dans les actions dans les bourses chinoises, ce n'est pas assez, contrairement dans les autres pays. Mais donc, ça fait que quand il y a un certain petit problème, ça les affecte et ça affecte le monde entier. Et comme Christian a dit, comme c'est quand même la deuxième économie mondiale, tous les marchés sont liés à elle. Donc, une fois que les gens regardent que, bon, combien en termes de manufacturier la Chine a fait, on espérait que ça devait être 15%, c'est 8%. Pour un pays occidental, 8% c'est beaucoup. Mais pour la Chine, on n'attend pas que la Chine ait 8% ou 7% en termes de productivité. On attend que ça atteigne un chiffre rond de 10. Donc, ça affecte le moral des consommateurs ou de l'économie chinoise. Et d'où la fermeture pour un temps. Exactement, d'où la fermeture pour un temps, parce qu'on a eu peur qu'il peut y avoir du crash. Et d'autre chose, c'est que maintenant, il y a aussi les petits malins qui connaissent déjà, qui font les spéculations boursières. Donc, qui vendent ou qui font ce qu'on appelle, j'oublie, en anglais, on appelle ça insider trading. Donc, qui donnent les informations sur les actions, la fuite des informations essentielles. Donc, il fallait arrêter pour un peu contrôler, un peu circoncire l'hémorragie, pour revoir une stratégie. Ils ont mis ce qu'on appelle en anglais circuit breaker pour entrer. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Nous ne pensons pas. Parce que la Chine va avoir des problèmes et puis se réajuster. Parce que quand elle se réajuste, et vous avez même vu que même la monnaie chinoise maintenant, comme on a parlé une fois, c'est la panier des monnaies, de référence. Et on découvre qu'elle est en train de perdre de valeur face au dollar. C'est déjà une bonne chose pour l'économie chinoise. Parce que pour les Américains et les autres Occidentaux ont cru que quand elle va devenir monnaie de référence, ça va s'apprécier et ça fera qu'en termes de compétitivité, ils ne vont plus avoir l'avantage contre eux, mais que peut-être ils vont jouer sur le même champ. Mais je trouve qu'avec les mauvaises performances de l'économie chinoise, fait que sa monnaie
déprécie et l'exportation chinoise va toujours continuer, mais pas comme auparavant parce que l'économie mondiale n'est pas si bonne. Je voudrais qu'on évolue ce matin avec la Libye, où l'organisation État islamique s'est appropriée de plusieurs terminaux pétroliers. La crainte du ministre français de la Défense il y a quelques mois, aujourd'hui, n'est que vérité. Alors, Patrick Kissantowa, voilà aujourd'hui l'ONU qui s'est battue pour essayer de rapprocher les deux gouvernements de Tobruk et de Tripoli pour essayer de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale pour contrecarrer l'organisation État islamique. Mais on se rend compte que malgré tout ce tapage médiatique, l'État islamique gagne et gagne du terrain. Louis Roger, vous avez à la fois posé un problème, mais aussi donné des pistes de compréhension, n'est-ce pas, de cette problématique. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui est supposé être l'avancée de l'État islamique avec en ligne de mire ces champs pétrolifères, quand vous remontez à la crainte du ministre de la Défense française, Yves Le Drian, quand vous vous rendez compte aussi que l'État islamique n'est qu'une fabrication, n'est-ce pas, de quelques puissances occidentales, quand vous vous rendez compte de l'échec que ces puissances occidentales ont à relier les différentes fractions, on parle de deux, elles sont même peut-être trois. Vous avez Tripoli, vous avez Sid, vous avez Tobruk. Vous vous rendez donc compte que peut-être que l'État islamique est devenu, on va dire, l'instrument par lequel on va finir par mettre d'accord toutes ces fractions-là. Parce que finalement, on leur dira, vous voyez, l'État islamique, si vous ne vous entendez pas, il va tout récupérer. Vous êtes donc obligé de vous entendre pour combattre l'État islamique. Et certainement que l'État islamique est devenu plus qu'un fonds de commerce. Et l'État islamique n'en demande pas moins pour gagner des espaces. On savait tous que c'est pas la manne pétrolière, notamment en Syrie et dans quelques parties de l'Irak, que l'État islamique se porte si bien à travers d'autres transactions. Donc c'était quand même, on va dire, faire preuve de naïveté, même si c'est une naïveté volontaire, de penser que l'État islamique n'aurait pas en ligne de mire, si elle arrivait à s'implanter en Libye, les vastes champs pétrolifères que Muammar Kadhafi a si bien développés pour son pays avant qu'il ne soit assassiné. Donc, de toutes les manières, on est dans une logique de progression qui semble être savamment huilée et en progression avec des objectifs précis. Parce que ça n'est pas au moment de la déclaration de Yves Le Drian qu'on se rend compte que les champs de pétrole de la Libye sont un potentiel à part ou bien un potentiel objet de cible de la part de l'État islamique. Donc tout ça relève finalement de cet embrigo qui fait en sorte que la Libye se retrouve dans ce chaos. Et aujourd'hui, quand vous avez l'impression qu'on a en Libye autant d'éléments qui peuvent fédérer les Libyens, mais qu'on a aussi autant d'éléments qu'on leur a servi comme pomme de discorde, tout au moins sur la gouvernance, allez donc savoir pourquoi on ne s'entend pas entre ces différents parlements. C'est justement peut-être parce que chacun a eu l'aval ou bien l'assentiment d'une de ces puissances qui lui dit c'est avec toi que je vais traiter pour le pétrole. Et c'est pour ce même pétrole qu'on remet dans la danse l'État islamique. Donc, pour se résumer, j'ai simplement envie de dire qu'en Libye aujourd'hui, l'État islamique est devenu véritablement un fonds de commerce avec lequel on va se servir pour élever les enchères au profit de ceux qui vont négocier en position de force lorsqu'il faudra exploiter ce pétrole, qu'on exploite même déjà. L'État islamique est devenu une épée de Damoclès qu'on va certainement poser sur la tête, n'est-ce pas, de ces différents groupuscules. Et dans un contexte où, vous voyez, le déferlement diplomatique des Nations Unies et autres en Libye pour essayer d'avoir un gouvernement d'union nationale, ça participe justement de cette enchère qu'il faut lever. Il faut bien que la menace soit palpable, visible et réelle, afin que les protagonistes s'asseyent sur une table et acceptent enfin, n'est-ce pas, de signer, bon gré, mal gré, une convention qui leur sera servie. Et il y a quoi de mieux que l'État islamique aujourd'hui avec cette menace sur les champs pétrolifères? Alors, Elie Smith, la mission, ou alors l'organe mis sur pied pour organiser ce gouvernement d'union nationale avait jusqu'à 30 jours, donc jusqu'à la fin de ce mois, pour mettre sur pied ce gouvernement d'union nationale. Mais lorsqu'on sait qu'à quelques jours seulement, l'organisation État islamique a la chance quand même d'avoir ces terminaux pétroliers qui permettaient à la Libye, sur ce point précis, d'avoir peut-être 1,6 million de barils par jour. C'est assez important. Alors c'est dit désormais que c'est une arme redoutable que l'organisation État islamique tient aujourd'hui pour faire chanter la communauté internationale.
Exactement. Si vous vous rappelez bien, nous avions dit ici que la communauté internationale voudrait seulement avoir un seul interlocuteur. Voilà pourquoi ils s'empressaient un peu pour unifier les parlements de Tombouctou et de Tripoli. Parce que je crois qu'ils avaient déjà vu la capacité de nuisance de l'État islamique. Il faut savoir que les gens de l'État islamique sont des gens déterminés, c'est des guerriers avec une idéologie simple pour dominer. Donc, mais de l'autre côté, oui, ils peuvent contrôler ce champ pétrolifère. Maintenant, ça serait un peu difficile pour eux de vendre leurs produits, à moins qu'ils ont leur Turquie. Parce que, donc, vous voyez, donc je vais parler un peu du cas de l'État islamique en Irak et en Syrie qui vend le pétrole à travers la Turquie. Donc maintenant, en face, ils sont à la côte africaine de la Méditerranée, mais de l'autre côté de la Méditerranée elle-même, vous avez l'Italie, vous avez la France, donc ça serait un peu difficile pour vendre. Mais ça devient quand même un objet de chantage, parce que ça fait que, malgré le fait que nous avions le problème que le prix du baril est en baisse, mais les pays occidentaux, qui sont les grands consommateurs, ne pourront pas accepter que l'État islamique puisse avoir le contrôle sur 1 million de barils de pétrole jour. Ça fera que ça deviendrait un trésor de guerre, et tout en sachant que, oui, dans les pays occidentaux, il peut y avoir les gens qui sont contre le gouvernement, mais comme ils jouent les doubles jeux, il peut toujours avoir un pays ou un des leurs qui peut fermer les yeux et acheter ces cargaisons. Nous voyons, même dans un pays qui est encore un pays, le Nigeria, le gouvernement nigérian se plaint que quand on vole le pétrole sur les pipelines, mais ça se trouve dans le marché international. Donc ça veut dire que on peut tout dire, disant, comme j'ai dit, qu'il n'y a pas la Turquie là-bas, mais il y aura toujours des pays mafieux, ça peut peut-être revenir sur l'Afrique subsaharienne, passer par le Mali, le Niger, le Tchad ou le Soudan, ou par l'Égypte, ou par la Tunisie. Donc je crois que c'est vraiment un danger. Je comprends donc maintenant la raison pour laquelle les Martin Colbert ont tout fait pour essayer d'avoir un semblant d'interlocuteur. Oui. Pour gérer cette crise libyenne. En tout cas, on attend de voir ce que le gouvernement d'Union nationale pourra faire dans les tout prochains jours, en espérant évidemment qu'ils vont s'attendre, ce qui n'est pas déjà une assurance. On va poursuivre avec cette matinale de l'information sur le canal d'info sur Prenez sur l'antenne, avec la République centrafricaine, où déjà des voix s'élèvent pour protester ou alors pour contester les résultats de l'autorité nationale des élections, ce qui est surprenant pour des gens qui ont participé au processus électoral, qui avaient leurs représentants dans les bureaux de vote, leurs scrutateurs. Et décidément, on ne va jamais finir avec ces élections truquées, cette fraude électorale à répétition en Afrique. Oui, vous savez, c'est vrai, en Afrique, il y a ça. Mais il y a aussi des pays en Afrique où les élections vont bien. Ils se tiennent dans le calme. On a eu le Burkina Faso, on a eu le Nigeria, on a eu même la Tanzanie. Même la Côte d'Ivoire. Il y a eu même la Côte d'Ivoire. On peut tout dire, mais en Côte d'Ivoire, on a vu les gars qui sont désistés après. On peut dire qu'il a fait à coup de dollars ou à coup de ces millions de CFA. Mais il y a eu une certaine accalmie dans cette année. Le problème de la République centrafricaine est que ça ne m'étonne pas. Croyez-vous vraiment qu'en 30 jours, on pouvait organiser une élection sans contestation? Je ne pense pas. Je pense que moi, j'ai toujours cru que la communauté internationale veut se débarrasser de la République centrafricaine. Et c'est à nous, les Africains et les pays de la sous-région, de faire tout pour qu'il y ait une stabilité en République centrafricaine. Moi, 2 ans de transition pour que ça prolonge, pour qu'il y ait la paix, c'est ça qui est important. Maintenant qu'ils ont organisé les élections avec l'obligation, la force, parce que c'est une obligation imposée par la France. Ce n'est pas qu'on est anti-français en disant ça. Je trouve que la France et le Tchad ont joué un rôle prépondérant. Ils n'ont pas pris la retenue nécessaire pour qu'on ait une élection qui serait sans contestation, tout en sachant qu'en Afrique, c'est souvent difficile, mais pour moi, ça ne me surprend pas qu'il y a des contestations déjà. Alors, Patrick Christian, d'abord, lorsqu'il y avait le référendum constitutionnel du 13 décembre, on évoquait déjà certaines irrégularités, l'incapacité de certains agents électoraux à remplir les procès-verbaux. On nous a fait savoir qu'il y a eu des formations pour essayer, n'est-ce pas, de rattraper ces petites difficultés. Mais comment se fait-il aujourd'hui que pour la présidentielle, qu'on soit encore à parler de fraude électorale, de graves irrégularités, des intimidations même, et voir des manifestations compromettant la sûreté et la sincérité du scrutin? Ben écoutez, c'est bien désolant, Louis Roger. Les faits tels qu'observés
en République centrafricaine autour de ce processus-là sont malheureusement têtus. Vous avez évoqué le référendum et on le disait, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire en 3 jours, fut-il une semaine, qu'on n'a pas pu faire en toute une année de préparation? Est-ce que c'était sérieux de s'imaginer qu'en si peu de temps, on le disait ici, on pouvait changer la face, n'est-ce pas, de ce qui était présenté et avec beaucoup d'inquiétude? On avait presque envie de se voir rêver lorsque hier encore nous commentions ces élections dans cette même tribune, dans la matinale, en se disant que jusqu'ici, il n'y a pas de contestation, et si cela pouvait être vrai jusqu'au bout. C'était un vœu pieux, peut-être un peu trop pieux pour être matérialisable actuellement dans le contexte centrafricain. Et ça peut nous faire couler une larme. Vous me permettrez de ne pas faire couler cette larme physiquement. Surtout qu'on n'a pas de pochette ici. Mais elle coule véritablement parce qu'on se rend compte que la République centrafricaine est très loin, mais alors très loin d'être sortie de l'auberge. Et vous vous rendez compte que sur une trentaine de candidats, une vingtaine signent ce manifeste qui appelle à l'arrêt et qui crie à la manipulation. Le candidat en tête pour l'instant semble être visé par ces revendications parce que, disent-ils, il n'aurait pas battu campagne et que forcément il est impossible de pouvoir avoir cette avance-là si on n'a pas battu campagne. Ça peut reposer un autre problème de structuration. Il a peut-être l'estime, on peut aller dans tous les sens, mais le problème fondamental est celui-là. Est-ce que les Centrafricains veulent eux-mêmes la paix et la calmie dans leur pays? C'est vrai, on a coutume d'évoquer un certain nombre de contingences extérieures, des facteurs exogènes qui viennent se mêler au désordre déjà ambiant. J'ai envie de rejoindre des lits à l'imbécilité des dirigeants politiques, n'est-ce pas? Au voyoutisme, j'allais dire, des dirigeants politiques, pour utiliser les expressions d'Élie. C'est vrai qu'il y a des facteurs exogènes, mais à la vérité, c'est de l'intérieur que ces facteurs exogènes viennent trouver des socles sur lesquels ils s'appuient. C'est à partir de ce qui se passe à l'intérieur, de la bouillabaisse et de toute cette, finalement, incongruité que l'extérieur trouve les failles pour disloquer et désorganiser davantage. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un pays qui, dans un processus de transition, a eu des reports et des reports, vaut mieux une mauvaise élection qu'une bonne guerre? Même si on doit encourager le fait que le processus aurait pu se dérouler autrement, les ingrédients d'une guerre civile en République centrafricaine sont sous-jacents et toujours là présents. N'oubliez pas que la question du désarmement n'est pas encore résolue. N'oubliez pas que les antagonismes liés aux différents putschs, notamment le renversement de Bozizé, n'est pas encore résolu. Certains disent qu'on a remis Bozizé au pouvoir, ou bien qu'on veut remettre Bozizé au pouvoir. Mais en fait, ce monsieur, lui, il a été débarqué par un coup d'État. Et quand vous voyez l'ironie du sort, c'est que celui qui est actuellement en avant est son ancien Premier ministre. On dit qu'il est loyal à Bozizé. Celui qui est deuxième a reçu le soutien de Bozizé avec son parti, le Kwana Kwana. Donc, quel que soit le cas de figure, on a l'impression que c'est le spectre de Bozizé qui a été écarté, qui revient au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle machination qui vise encore Bozizé? J'ai envie de m'interroger tout simplement en me disant que c'est vraiment regrettable le spectacle que la République centrafricaine offre. Peut-être qu'il faudrait plus sur ce plateau, pour être aussi sérieux, reparler de la République centrafricaine jusqu'à ce que les autorités centrafricaines prennent leurs responsabilités et les couilles pour pouvoir prendre de véritables décisions. Parce qu'il faut le dire ici sans sourire, même quand ça fait sourire Élie, parce que c'est inadmissible que des gens qui étaient impliqués dans le processus électoral, qui ont choisi eux-mêmes leurs représentants dans les différents bureaux de vote, qui ont formé les agents électoraux à remplir les procès-verbaux, comme il nous dit. Et non seulement cela, que la force multinationale en poste à Bangui a assuré la sécurité des élections, et même la force française, et qu'on nous parle encore de manipulation, de manifestations compromettantes. Et surtout, lorsqu'on a vu la mobilisation des Centrafricains partout dans le monde, à participer à cette présidentielle, on se rend compte quelque part, Élie, on ne sait pas si c'est une malédiction pour ce peuple, ou alors quel est, je ne sais pas, l'homme qui viendra sortir la Centrafrique, n'est-ce pas, de cette situation de crise. Est-ce que cet homme-là est vivant? Ou alors est-ce que cet homme-là est parmi les Centrafricains qui veulent véritablement que ça change?
Je comprends votre désarroi, monsieur Louis-Roger. Ça fait la peine pour tout le monde qui aime la République centrafricaine. Moi, en premier, j'aime tout ce pays parce que c'est un pays formidable, avec une très grande potentialité pour progresser. Mais je ne voudrais pas venir accuser quelqu'un, la France, mais j'accuse d'abord les Centrafricains eux-mêmes. Parce que je ne comprends pas. Il y a une autre Africain qui s'appelle Amadou Kourouma. Il a écrit un livre extraordinaire. Allah n'est pas obligé. Quand on ne veut pas, on dit non. Ces gens-là qui ont participé aux élections, s'ils avaient des réservations à exprimer, ils devaient dès le début ou dès le départ dire non, nous ne voulions pas participer. Ils ont participé. Même le premier jour, il n'y avait pas eu de contestation. C'est ça que moi je comprends. Moi, j'ai un peu un problème que je crois que Christian a dit ça, mais n'a pas dit ça de la manière que moi je vois des choses. Je pense que ils ont fait partie Bozizé en 2010. Mais, non, pas en 2010, en 2013, pardon. Bozizé a toujours une certaine légitimité, une certaine popularité là-bas. Donc, ça veut dire que sans Bozizé ou avec Bozizé, Bozizé gagne. Donc, ça veut dire quelque part, nous avons eu raison ici de dire que pour qu'il y ait une stabilité en République centrafricaine, ça doit être un dialogue inclusif et tout le monde doit participer. Pourquoi ils veulent même que Faustin Touadéra fasse campagne? Il n'a même pas besoin de faire campagne, il a été Premier ministre d'un monsieur que pendant les années qu'il était là, il payait les salaires régulièrement. Peut-être ici au Cameroun et dans d'autres pays de la sous-région où on paye les salaires fonctionnaires régulièrement, ils prennent ça pour un luxe. Mais en République centrafricaine, c'est de l'or. Peut-être, je ne dis pas que c'est de luxe en Centrafrique, peut-être dans les autres pays. C'est normal au Cameroun, au Congo, au Gabon qu'on paye les fonctionnaires le 25 ou le 26 du mois, mais là-bas c'est difficile. Donc moi je pense que lui, il n'avait même pas besoin de faire campagne parce qu'il y a que les Centrafricains sont un peu révoltés dans la manière dans laquelle Bozizé a été démis de ses fonctions. Et puis, je pense que même si le Kwanakwa a soutenu Anissé Dologuélé, on a vu que même si ce n'était pas M. Faustin qui était là, Touadéra, ça devait être Anissé Dologuélé. Donc, je pense que pour moi, je n'ai pas de preuve à ce que je suis en train de dire, mais je spécule. Je pense que les forces ou les pays qui n'ont pas voulu que Bozizé soit au pouvoir sont les mêmes qui sont en train de tirer les ficelles derrière. Et c'est quand même honteux pour que ces papas centrafricains, et hommes et femmes, la majorité c'est les hommes, qui se laissent manipuler. C'est là où je dis il y a les choses, il y a les forces exogènes qui trouvent les forces endogènes pour détruire la République centrafricaine. Merci, monsieur, pour ce matin. C'était donc la matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu. On se retrouve ce soir à 20h et 15 minutes pour la soirée de l'information.